Splatoon 2 Octo Expansion est sorti maintenant il y a plus d'une quinzaine de jours, et ce nouveau mode de jeu nous offre une histoire pleine de mystères, des mystères dont on a la réponse dans l'histoire qui nous est racontée, mais aussi des énigmes non résolues, et ici on va justement essayer d'apporter des éléments de réponse à ce qui a été laissé en suspens par le DLC Splatoon 2 Octo Expansion. Cela dit, parce que l'histoire principale est déjà pas elle-même très claire, je ne vais pas faire une mais deux vidéos sur le sujet. La première qui sera celle-ci, dans laquelle j'exposerai plusieurs théories qui vont combler les trous de l'histoire de l'Octo-Expansion, et la deuxième vidéo qui sortira très bientôt, qui elle reprendra tous les éléments de l'histoire et qui vous les racontera dans le bon ordre pour que tout soit clair pour tout le monde. Effectivement, dans ce mode de jeu, on a différentes choses qui nous sont racontées, mais pas dans un ordre nécessairement très simple à comprendre. Du coup, il y aura aussi une vidéo à ce sujet. Mais aujourd'hui, on va parler théorie et on va essayer de répondre à quelques questions, et notamment aux questions un petit peu centrales de l'histoire de ce DLC. Et pour commencer, eh bien parlons du personnage principal, de numéro 10008, alias Agent 8, qui est l'octaligne centrale de toute cette histoire. Lorsque le DLC n'était pas encore sorti, il y avait plusieurs théories qui couraient sur internet, comme quoi cet agent pouvait être un personnage hybride entre les Inklings et les octalignes, et cet élément reposait sur l'argument principal qui était les oreilles de ce personnage. Oreilles qui sont en fait asymétriques, avec une oreille à droite plate et plutôt pointue, et une oreille à gauche très ronde et creuse, et pourtant dans ce DLC rien ne confirme cette théorie, et même au contraire, l'agent 8 et tous les autres octalignes qui peuplent après Chromapolis seraient, d'après ce qui nous est raconté, tout simplement des octalignes tout à fait normaux, qui auraient repris leurs esprits à la suite du combat entre l'agent 3 et DJ Octave dans Splatoon 1, combat durant lequel les Calamazones ont interprété la chanson Calamari Incantation, qui aurait réveillé la conscience de beaucoup d'octariens. Du coup, ici, il n'est pas question d'hybridation, il n'est pas non plus question de clones ou d'expériences scientifiques sur eux, et finalement, les cuves qui nous étaient montrées dans la toute première bande-annonce de ce DLC, ainsi que ce qu'on peut voir dans les menus de choix de personnages au début du jeu, ne sont peut-être en fait que des images pour illustrer le fait que le téléphone stockerait peut-être temporairement certains octalignes dans des cuves, avant de leur faire passer les différents tests du monde souterrain. Et pour ce qui est des oreilles, eh bien il y aurait une explication à cela. L'oreille gauche qui serait arrondie le serait en fait pour une bonne raison, une raison biologique, c'est que les poulpes ont un siphon du côté de la tête. Et un siphon c'est quoi? Si on en croit Wikipédia, c'est un organe tubulaire mécanique, plus ou moins long et parfois mobile, présent chez certains animaux. Et chez les céphalopodes, ce siphon est situé entre la tête et le reste du corps, et ça permettrait aux poulpes d'aspirer ou de rejeter de l'eau afin de se propulser dans la mer. Et une théorie justement dit que c'est ce siphon qui fait que les octariens ont une oreille arrondie, car ce serait justement la forme que prendrait leur siphon sous forme humanoïde. Mais tout ceci reste très étrange et finalement pas du tout expliqué dans le jeu, et là où on peut douter un petit peu de cette théorie, c'est que normalement les calamars aussi devraient avoir un siphon, alors que pourtant leurs oreilles sont bel et bien symétriques. Bref, tout ceci reste très mystérieux, mais en tout cas, le jeu ne parle absolument pas d'hybridation, mais ce sont bel et bien des octalignes assez classiques finalement. Ensuite, parlons maintenant du téléphone et des théories qui planent autour de lui. Ce qu'on sait sur ce téléphone, c'est qu'il a été construit par un scientifique il y a plus de 12 000 ans. Son but était de transmettre les connaissances de l'humanité aux prochaines espèces qui en seraient suffisamment dignes. Mais la véritable question est, qui est le professeur qui a créé ce téléphone? De qui s'agit-il? Est-ce un personnage que l'on connaît déjà, ou bien juste quelque chose qui nous est évoqué anodinement? Eh bien, il y a deux théories à ce sujet. La première serait que ce professeur serait en fait le même scientifique qui a vu la fin de l'humanité arriver et qui aurait enfermé Charbit dans une capsule pour le sauver. Évidemment, aucun élément ne nous confirme cette théorie, mais vu que dans l'univers de Splatoon, il n'est pas mention d'énormément de scientifiques, eh bien, on pourrait supposer que le seul autre scientifique qui nous aurait été cité jusque-là serait le même que celui dont on parle aujourd'hui. Après tout, s'il est en mesure de cryogéniser un chat, peut-être qu'il est aussi en mesure de créer une intelligence artificielle capable de survivre pendant des milliers d'années, mais ceci reste effectivement qu'une théorie. La deuxième théorie à ce sujet, c'est que le professeur viendrait en fait d'un autre personnage qui n'appartient pas à l'univers de Splatoon, mais plutôt à l'univers de Mario Sunshine. Et ici, je parle du professeur Karl Tastroff, qui est un scientifique de l'univers de Mario, et qui pourrait être justement ce même scientifique qui aurait créé Tartare. Et pourquoi on pense à lui? Eh bien, c'est surtout pour son apparence physique, justement. L'apparence physique de ce professeur ressemble un petit peu à l'apparence que prend
Tartare à la fin du jeu, notamment avec ses deux gros yeux bien ronds qui rappellent les lunettes du professeur, mais également avec la tentacule octarienne qui lui pousse à l'arrière de la tête, qui n'est pas sans rappeler la mèche de cheveux que ce professeur a sur le crâne. Du coup, beaucoup de monde est persuadé que ce serait ce professeur qui serait à l'origine de Tartare. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'apparence y est frappante et que c'est très certainement un clin d'œil des développeurs de Nintendo. D'ailleurs, en parlant de Tartare, on peut maintenant parler un petit peu de la patte qu'il a sur la tête à la fin du jeu. A priori, ce qu'on sait, c'est que cette patte est créée à partir des différents agents qui auraient réussi les épreuves de l'Octo-Expansion. Une fois que les agents arrivent à recueillir les 4 machins et que le mixeur est créé, alors Tartare les broie pour en faire une patte. Une patte aux propriétés très mystérieuses, mais qui a priori a plusieurs effets. Le premier est d'arriver à prendre le contrôle d'une personne, comme il le fait avec l'agent 3 à la fin du DLC. Mais ce n'est pas sa seule fonction, car en effet, il est sous-entendu que les Octariens, qui peuplent les niveaux de l'Octo-Expansion, soient en fait des créations de Tartare, grâce à cette patte notamment. En effet, les couleurs entre ces Octariens et la patte est assez similaire, et on peut imaginer que c'est grâce à elle que Tartare arrive à créer des ennemis pour les mettre face à nous, et c'est également avec elle qu'il a pour but de détruire Chromapolis, afin de le repeupler pour un monde meilleur. La vraie question est donc, comment a-t-il créé ces Octariens? Et pour ça, il y a aussi 2 théories contradictoires. La première de ces théories dit qu'en fait que les Octariens verts de ce DLC seraient en réalité des répliques artificielles de vrais Octariens. Tartare, après avoir observé les Octariens pendant plusieurs années, a trouvé un moyen de les répliquer grâce à cette patte. Il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. Le premier, c'est l'effet glitch avec lesquels ces Octariens apparaissent et disparaissent dans les différents mondes du DLC. Un effet qui leur donne un peu un aspect numérique, comme si ces Octariens n'étaient pas réels. Et il y a un deuxième élément, c'est ce que dit à un moment Coralie lorsqu'on les rencontre au début du DLC. Elle dit que ces Octariens sont différents et qu'elle n'a pas réussi à les détecter avec la machine qu'elle utilise pour repérer les différentes formes de vie, ce qui laisse sous-entendre que ces Octariens un petit peu bizarres ne seraient pas vraiment en vie comme les autres, et ça va dans le sens d'Octariens qui seraient numériques et créés complètement artificiellement à partir de la patte. Mais il y a une deuxième théorie à ce sujet qui vient contredire la première et qui en fait s'appuie sur un texte que Nintendo aurait publié pour décrire le personnage Deadfish, qui est en fait un DJ octarien, mais un DJ qui ne serait pas un octarien classique, mais bel et bien un octarien vert comme ceux du DLC. Et si on traduit ce que Nintendo dit dans ce texte, on obtient ceci: faites la connaissance de Deadfish. Auparavant, c'était un DJ prometteur qui était en quête du son parfait et ça l'a finalement amené dans un centre de test souterrain où elle a été assainie, et bien qu'il ne reste que très peu de son ancienne personnalité, elle continue à utiliser ses capacités de DJ et dans les passages du centre de test, on peut entendre résonner sa musique jusqu'à ce jour. Bref, le plus intéressant de ce qui nous est dit là, c'est le mot assaini. Deadfish aurait été assaini. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas vraiment. En tout cas, ça a l'air de sous-entendre qu'elle aurait été capturée par Tartare et qu'il lui aurait lavé le cerveau. Elle serait ainsi devenue un personnage un petit peu dénué de son âme, mais son fort amour pour la musique serait tout de même resté, et maintenant elle continue son travail de DJ dans le monde souterrain. Du coup, il ne parle pas ici d'une création complètement artificielle, mais bel et bien une transformation à partir de réels octalignes. Et finalement, si ce sont les mots de Nintendo, eh bien on peut imaginer que ça soit cette théorie qui soit la meilleure. À quoi correspond l'effet glitch du coup lorsqu'ils apparaissent? Eh bien je ne sais pas. En tout cas, si Coralie n'arrive pas à détecter leurs signes vitaux, eh bien c'est peut-être que ces octariens ont été transformés jusqu'à la moelle, et qu'aujourd'hui ils ne sont plus qu'une enveloppe qui obéit au doigt et à l'œil à Tartare. Et en fait, la patte qu'il aurait créée n'aurait pas permis de construire un octarien à partir de rien, mais uniquement à le contrôler, un petit peu comme il le fait avec l'agent 3. Et pour finir cette vidéo, on va parler justement de l'agent 3 et du combat ultime contre lui que l'on a dans ce DLC. Ce combat est assez étrange car il nous parle d'un souvenir de l'agent 3 2 ans auparavant, comme si numéro 8 l'avait déjà combattu par le passé, et il y a certains éléments qui sont cohérents, notamment la musique qui est celle de Splatoon 1, et justement celle que les Calamazones chantent lors du boss final du mode héros de Splatoon 1. On
On a les décors qui rappellent également ce même combat, et puis la couleur que l'on a ici, orange et bleu, est également la couleur de base du premier opus de Splatoon. Donc il y a des éléments qui nous rappellent effectivement que ça se passe 2 ans plus tôt, mais il y a certaines choses qui n'ont pas vraiment de sens, notamment que l'on combat l'agent 3 dans une arène carrée, alors qu'il n'y avait rien de la sorte dans le premier opus, et puis que cet agent a aussi les attaques spéciales qui sont dans Splatoon 2, et pas celles qu'on avait dans Splatoon 1. Du coup, c'est assez étrange, et en fait, il est fort probable que cette espèce de souvenir ne soit pas exactement un souvenir, mais plus un mélange entre les souvenirs que numéro 8 aurait des événements de Splatoon 1, le tout mixé à son dernier combat contre l'agent 3. Effectivement, lorsque l'on débloque tous les patapoulpes, les souvenirs de cet ancien combat 2 ans plus tôt lui reviennent, mais sûrement pas complètement, et elle comble les trous de sa mémoire avec des éléments du combat qu'elle a eu contre l'agent 3 très récemment. Du coup, ce combat n'est pas vraiment un souvenir fiable, et c'est probablement pour ça que l'agent 3 est très compliqué à battre. D'ailleurs, cet agent 3 a la couleur orange, et dans le combat, nous, on est de couleur bleue. Il n'y a aucune raison que les Octalings il y a 2 ans soient de couleur bleue, c'est encore un détail qui montre qu'il y a des choses un petit peu bizarres durant le combat, et finalement, compléter d'anciens souvenirs avec d'autres, c'est quelque chose qui est en fait assez fréquent, même chez nous, et ça pourrait être la justification pour laquelle ce combat contre un adversaire imaginaire soit pas tout à fait cohérent. Il faut se rappeler que l'agent 8 est un personnage qui a perdu une partie de ses souvenirs, et c'est assez intéressant de le présenter ainsi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les théories, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y a encore bien des mystères dans ce DLC, et si d'autres énigmes sont résolues, comptez sur moi pour vous en parler sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas rater les vidéos suivantes, à partager cette vidéo et à lui mettre un like si elle vous a plu. Merci à tous les tipeurs et à ceux qui m'aident également en allant sur ma page Utip. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!